Et les bleus, démarquez-vous! Alors bienvenue pour ce 10e séminaire de l'Observatoire des zones prioritaires. Comme vous avez constaté, on a changé de lieu. Et je tiens au nom de l'EZP à remercier Françoise Turbo, la proviseure du lycée polyvalent d'Alembert, et là dans les canons de l'éducation prioritaire, qui, avec son conseil d'administration, nous accueille gratuitement, ce qui est toujours un bon à souligner, et avec beaucoup de chaleur. Elle n'est malheureusement pas, pour l'éducation familiale, présente avec nous ce matin. Vous avez remarqué aussi que la salle est chauffée. Je dis ça parce que pour tous celles et ceux qui ont fréquenté des fois les séminaires hivernaux de ZP, c'était pas gagné. Alors, ce séminaire veut s'inscrire dans la continuité des précédents. Nous avons pris cette initiative en 2008 de façon à rechercher, débattre, proposer ce qui concernait des actions en éducation prioritaire, des missions spécifiques en éducation prioritaire. Pour rappel, nous avons centré nos séminaires sur les coordonnateurs, les enseignants référents, les pilotes, premier et second degré, les préfets des études, puis ensuite nous avions consacré un séminaire sur l'articulation entre ces missions, le pilotage du réseau. En 2014, nous avions intitulé un séminaire « Les leviers pour la refondation » au moment où la refondation était discutée. Et puis deux derniers séminaires qui avaient rassemblé beaucoup de monde autour des problématiques de formation. Et l'an dernier, le séminaire sur le nouveau cycle 3, CM1, CM2, 6e. De l'ensemble de ces séminaires, nous avons à chaque fois fait figurer sur le site des relevés de conclusions qui, d'une certaine façon, et modestement à notre niveau, constituent un corpus de propositions, d'analyses concernant les pratiques en éducation prioritaire. Et ces 9 séminaires ont mis en évidence, de notre point de vue, un certain nombre de déterminants pour la réussite de cette refondation de l'éducation prioritaire. Le premier déterminant, il est bon de le redire encore, c'est la nécessité d'une labellisation sans laquelle il ne peut pas y avoir de politique prioritaire. On sait que c'est une question qui revient régulièrement. Il y a eu quelques tentatives encore par France Stratégie ou d'une façon un peu biaisée par l'Observatoire des inégalités en cette dernière rentrée. La rentrée précédente, c'était le CNESCO. Bon, c'est toujours résiduel. Deuxième déterminant, l'exigence d'une cohérence et d'une continuité éducative et pédagogique tout au long de la scolarité obligatoire pour mieux assurer la réussite des élèves qui ne maîtrisent pas ou qui sont très éloignés des codes et de l'implicite scolaire. On mesure bien à quel point ça peut être important au quotidien. Troisième déterminant, la transformation des pratiques professionnelles dans la classe, dans les cycles, et la construction d'un cadre professionnel efficient au sein du réseau d'éducation prioritaire. Le réseau, c'est déjà 10 ans d'âge. N'oublions pas, 2007, mise en place des réseaux ambition réussite avec la relance de Revient, réseau de réussite scolaire. Ces changements professionnels, engagés, qu'ils soient individuels ou collectifs, appellent un certain nombre d'exigences envers l'institution. Une exigence en termes d'accompagnement et de dispositifs de formation, une exigence en termes de reconnaissance des fonctions spécifiques. On a vu qu'au fil de l'histoire, par exemple, les coordonnateurs, qui étaient la première fonction spécifique qui était impulsée, étaient devenus secrétaires de réseau. Et puis, ils sont redevenus coordonnateurs. La mise en place de dispositifs de travail, d'échange et de prise de décision démocratique au sein des réseaux. On sait tous ce que cela veut dire. La prise en compte
des autres tâches que le face-à-face élève dans ce que constitue le travail enseignant. Une première brèche, nous l'avions souligné à l'époque, a été ouverte en ce qui concernait les REP+, et nous sommes au XXIe siècle et nous considérons que le temps de concertation, le travail collectif, mais aussi d'interpartenariat, le travail sur le projet d'établissement, font partie du service enseignant et doivent être reconnus. Enfin, la construction de partenariats éducatifs locaux. Bien entendu, la réussite de cette refondation requiert deux conditions majeures. La première, c'est ce que nous avons expliqué, déclaré en janvier dernier, quand nous avons présenté notre nouveau manifeste, ce que nous appelons dans notre jargon la sanctuarisation des ressources de l'éducation prioritaire. Le terme peut choquer, mais on parle bien de sanctuarisation des moyens militaires. Donc, pourquoi pas sur l'éducation prioritaire. Sanctuarisation des ressources, ça concerne à la fois les postes, les effectifs, les ressources de formation, les crédits, la façon de considérer les personnels. Donc de faire en sorte aussi que dans le fonctionnement quotidien d'une académie, l'éducation prioritaire soit bien traitée de façon prioritaire. Et on a bien senti que ce n'était pas gagné. La seconde condition majeure, c'est que le temps de transformation du système éducatif, le temps de construction d'un réseau, le temps de construction d'un projet éducatif et pédagogique tout au long de la scolarité obligatoire est un temps long, incertain, difficile, et qu'il ne peut pas s'accommoder des ruptures de pilotage politique national telles que nous les connaissons depuis le début de l'éducation prioritaire. Le stop and go, l'arrêt puis les relances. Ce qui a été engagé depuis 2013-2014 doit être amélioré, approfondi, poursuivi, mais certainement pas abandonné ou mis de côté. Alors, où en est l'éducation prioritaire en ces 30 ans? D'abord, des chiffres, quelques données. Concernant la carte, nous sommes bien, toujours, sur les 364 REP+, qui concernent 7% des collégiens et des élèves écoliers. Ces 364 REP+, se répartissent ainsi. Il y en a 293 en métropole et 71 en Outre-mer. Les principales régions concernées par l'éducation prioritaire, les principales académies, c'est Lille, Créteil, Aix-Marseille, Versailles, Lyon. C'est le grand bloc d'éducation prioritaire REP+. 712 REP accueillent 13% des élèves et des collèges. Donc on voit un bloc, 20%. D'ailleurs, on est 1094 réseaux, et on tourne toujours depuis des années sur cet ordre de grandeur de 1100 réseaux. La scolarisation des enfants de moins de 3 ans est à 22,7% en REP+, 19,5% en REP, contre moins de 10% ailleurs. Rappelons, l'objectif fixé pour 2019-2020, c'est 50%. Les élèves de REP+, sont à près de 75% issus de catégories sociales défavorisées. 60% en REP, 37% ailleurs. Alors ceci pour simplement pointer une petite controverse qui a eu lieu à la rentrée en disant la majorité des élèves de CSP défavorisés ne sont pas en REP+. Non, c'est faux. Heureusement qu'il y en a aussi qui sont en dehors des dispositifs, ça prouve qu'il y a encore de la mixité sociale. Mais ce qui caractérise les REP, c'est quand même la concentration. Une concentration qui perdure. Si on prend la liste des REP+, on retrouve des anciens rares, voire beaucoup de ZEP qui étaient signalés dès l'origine. La mise en œuvre politique.
La question qui se pose, c'est celle, et je la pose telle qu'elle, elle est ouverte, de la volonté ou non du nouveau ministre de l'Éducation de poursuivre et d'accentuer la politique de refondation de l'éducation prioritaire engagée en 2013-2014, après la consultation nationale sur l'école de 2012. En d'autres termes, volonté d'encourager, d'accompagner, de renforcer l'action engagée depuis des années, je dirais au nom du pragmatisme et de la bienveillance. Ou bien de tenter de déconstruire plus ou moins insidieusement les orientations politiques, les évolutions professionnelles, les innovations pédagogiques, telles que cela a été pratiqué en 2011-2012, en remplaçant sans évaluation les réseaux ambition réussis par éclair, tout ceci au nom, je dirais, du dogmatisme et de la défiance. Pragmatisme, bienveillance, ou dogmatisme et défiance. À cet égard, pour nous, la déconstruction brutale, sans évaluation, sans audit des personnels concernés, du dispositif plus de maîtres que de classe, constitue un bien mauvais signal. Si l'on se réfère au site du ministère de l'Éducation nationale, la politique éducation prioritaire figure toujours. Le référentiel est mis en bonne place. Le ministère rappelle l'importance de ce référentiel, du travail en équipe et de l'accompagnement de la formation des personnels. Mais il y a un certain nombre d'ambiguïtés, d'interrogations que nous avons signalées, que nous avons déclarées, y compris sur le site. Elles concernent différents sujets. Elles concernent, premier sujet, l'extension de dispositifs des CPA12. On a vu que le président de la République est beaucoup plus prudent que son ministre et envisage d'étaler cette mesure d'extension au CP, CE1, en REP plus et en REP sur l'ensemble du quinquennat. Autre mesure qui a suscité des réactions, c'est la question d'un versement de la prime de 3 000 € personnel des REP+, qui sont identifiés, connus depuis quand même un certain nombre de mois, est une mesure qui va être mise à discussion auprès des organisations syndicales en 2018. Enfin, concernant la carte de l'éducation prioritaire, le ministre a déclaré qu'il se situait dans la continuité, il n'a pas dit comme ça, mais il a dit que cette carte serait revue en 2019. C'est-à-dire que c'est ce qui a été décidé. L'ensemble de la politique éducation prioritaire doit être revu en 2019. En partenariat avec la politique de la ville. Très bien, c'est ce qui a été fait déjà en 2013-2014. Mais de façon territoriale et individualisée. Et cette formulation nous laisse quelque peu songeur, mais nous attendons qu'il y ait d'autres précisions. Il est donc assez évident que la préparation de la rentrée prochaine constituera un signe fort sur la volonté ministérielle de poursuivre publiquement, ouvertement cette priorité donnée à l'éducation prioritaire, ou bien de, non pas l'abandonner, mais de la laisser tranquillement de côté. C'est pourquoi la question de la continuité de ce qui est engagé, de ce que vous avez engagé dans les réseaux, dans les départements, dans les académies, est une question essentielle. Le texte de synthèse de notre séminaire de 2014, Les leviers de la refondation, soulignait l'importance de l'évolution des pratiques professionnelles et des métiers pour maximiser la réussite des élèves. Nous indiquions, à l'issue de la journée que nous avons fait ensemble, l'évolution du métier enseignant implique de travailler avec d'autres enseignants, d'autres métiers, avec un recoupement des missions et des compétences professionnelles. Cela implique également de généraliser des gestes professionnels pour traiter la difficulté scolaire. Cela implique de développer l'appartenance à un collectif professionnel piloté par les réseaux écoles-collèges. L'évolution doit concerner aussi les métiers de l'encadrement et de l'administration, travailler en prenant en compte les projets et les initiatives prises par les équipes, faire vivre les dispositifs dans le temps.
Donc, on voit bien les enjeux, et c'est pourquoi nous vous proposons cette journée, avec dans un premier temps l'intervention de notre ami Patrick Picard, du Centre Alain Savary de l'IFE, qui travaille aussi avec son équipe sur ces collectifs. Je tiens à souligner publiquement ici l'importance du travail qu'ils réalisent. Je ne sais pas ce que demain sera fait pour eux, mais l'IFE, ce n'est pas les zen. C'est vraiment le travail pour les équipes, d'approfondissement, de mise en perspective. Et il faudrait non seulement maintenir, mais développer cette structure. Ensuite, nous vous proposons 3 ateliers qui auront lieu dans les salles à l'étage. Enfin, nous donnerons la parole à Marie-Laure Lopetit, qui est inspectrice générale, qui est notre grand témoin, et qui suit les questions d'éducation prioritaire. La parole volontiers à Patrick. Merci, bonjour. Est-ce qu'on peut se passer du micro ?